Bienvenue à tous. Au Niger, Mahamadou Issoufou passe le témoin à Mohamed Bazoum, mais l'opposition crie au hold-up électoral. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires donnant aux fidèles du président sortant 55,75% des voix à l'issue du second tour qui l'opposait à l'ancien chef de l'État Mahaman Ousmane, crédité de 44,27% des suffrages. Son camp rejette les résultats. Le président élu Mohamed Bazoum, qui a occupé plusieurs postes ministériels dont les affaires étrangères et l'intérieur, aura la lourde tâche de restaurer la paix et la sécurité dans l'ouest près de la frontière avec le Mali, mais aussi dans la région de Difa, dans le sud-est près du Nigeria. La mort de 7 agents électoraux après que leur véhicule a sauté sur une mine dans la région de Tillabéri le jour du scrutin vient rappeler l'énorme défi qui attend le prochain président, sans oublier la relance de l'économie dans ce pays pauvre mais riche en uranium. Nous discuterons de tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Si les résultats proclamés par la CENI sont confirmés par la Cour constitutionnelle du Niger, c'est donc Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, qui va succéder à Mahamadou Issoufou au pouvoir depuis 2011 et qui a terminé ses 2 mandats conformément à la constitution nigérienne. Les explications de Dili Diko. Le candidat du pouvoir à la présidentielle nigérienne, Mohamed Bazoum, a remporté le scrutin avec près de 56% des voix face au candidat de l'opposition Mahaman Ousmane, 44%, selon l'annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mahaman Ousmane, 1 985 736, soit 44,25%. Il a ajouté que ces résultats sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Mais à Niamey, plusieurs partisans de Mahaman Ousmane, candidat de l'opposition, étaient sortis dans la rue, donnant lieu à une ambiance surchauffée par rapport au calme des journées précédentes. Falke Bacharou, directeur de campagne de Mahaman Ousmane, a demandé à tous les Nigériens de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce qu'il a qualifié de hold-up électoral. La veille, la commission d'observation de la CENSAD a appelé les candidats à se conformer aux résultats officiels ou à faire appel de manière légale. La mission d'observation électorale de la CENSAD a retenu que le second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 s'est déroulé conformément aux dispositions du Code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. En dépit de l'insécurité provoquée par les djihadistes, les électeurs nigériens se sont rendus aux urnes dimanche pour départager Mahaman Ousmane, président du Niger entre 1993 et 1996, et Mohamed Bazoum, dauphin du président Issoufou. Voilà, merci beaucoup Dili Diko pour ces explications. Et pour le débat, nous avons 3 invités. Ici aux États-Unis, précisément à Baltimore, nous avons Kamissa Camara, ancienne ministre malienne des Affaires étrangères, experte principale sur le Sahel, ici au US Institute for Peace. À Dakar, au Sénégal, Ibrahima Kane, vous êtes chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine à Osiwa, Open Society for West Africa. Vous êtes également analyste politique. Et à Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Et je démarre avec vous, Kamissa. Quelle est l'importance de ce scrutin au Niger pour la région ouest-africaine en général, mais surtout pour le Sahel en particulier? Le fait que le sortant Issoufou ne se représente pas, ou en tout cas passe la main à quelqu'un d'autre, ne passe pas inaperçu dans le contexte actuel, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, il est important de rappeler qu'il s'agit de la première fois dans l'histoire politique du Niger qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu.
Au cours des 3 dernières décennies, le Niger a connu 3 coups d'État, 4 gouvernements de transition et 5 différentes constitutions. Donc le Niger revient de loin. Il est aussi important de rappeler que le Niger est géopolitiquement est un pays stratégique également dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest. À l'ouest du Niger, vous avez le Mali qui a connu un coup d'État au mois d'août de l'année dernière, et vous avez à l'est le Tchad qui a le même président depuis 1990, même président qui veut continuer à rester au pouvoir et à se présenter pour un 6e mandat l'année prochaine. Donc, évidemment, l'élection du Niger ne passe pas inaperçue, elle est importante pour la stabilité du Sahel, mais également en raison du rôle principal et un rôle de leadership que le Niger joue dans la stabilité du Sahel et dans la lutte contre l'insécurité. Surtout dans le contexte où, dans beaucoup de pays, on parle de 3e mandat. Tout à fait. Alors, Ibrahima Kane, pour vous, qu'est-ce qui a été déterminant dans la victoire de Bazoum, même si l'opposition conteste en ce moment? Bon, je pense que Bazoum, d'abord, profite du fait que le président sortant l'a choisi comme dauphin, et du fait que le président sortant a respecté sa parole de partir après avoir rempli ses 2 mandats. Et je pense également que Bazoum profite du fait que, bon, dans l'autre camp, on a ce qu'on pourrait appeler un has-been, parce que l'autre candidat a déjà montré ce qu'il savait faire au pouvoir, il a été président de la République, et que Bazoum est également classé dans la catégorie des jeunes, de ceux qui peuvent au moins donner encore de l'espoir à la jeunesse nigériane, parce que n'oublions pas que le Niger, dans le Sahel, comme un peu partout dans le Sahel, a une population extrêmement jeune, et ce serait vraiment un comble que de voir à la tête de ce pays des vieillards qui continuent à gérer la vie des jeunes. Il n'est pas aussi jeune non plus, hein, il a plus de 60 ans. Oui, mais par rapport à celui qui était avec lequel il se battait pour la présidence, je veux dire. Donc, ça également, ça a joué. Maintenant, vous savez, un facteur que l'on peut aussi ajouter, c'est le fait que le Niger, jusqu'à présent, est arrivé à contenir, en tout cas, le phénomène terroriste qui sévit dans cette région. Et cela a certainement aidé dans la mesure où une bonne partie de l'opinion peut penser que Bazoum ayant été pendant ces 4-5 dernières années aux affaires et au ministère de l'Intérieur, peut continuer dans cette lancée pour essayer de donner beaucoup plus d'espoir aux Nigérians que le pays va revenir à une situation sécuritaire meilleure. Parce que de l'autre côté aussi, on n'avait pas des propositions vraiment très révolutionnaires pour changer la donne. Donc, c'est tous ces éléments-là qui on pourra revenir plus en détail sur cette question sécuritaire en seconde partie. Abdelaziz Moundé, il y a eu quand même des manifestations à Niamey et dans d'autres villes. Êtes-vous surpris qu'il y ait eu des contestations? Globalement, la campagne, aussi bien pour le premier que pour le second tour, c'est assez bien passé. Il y avait ce qu'a rappelé Madame tout à l'heure, il y avait une première satisfaction compte tenu de ce que elle a dit, le Niger revient de très loin. C'est-à-dire que 1996, 2010, de multiples coups d'État qui ont entaillé un processus démocratique qui se voulait exemplaire, aussi exemplaire que celui du Sénégal, par exemple, démocratiquement élu, renversé en cours de mandat par des colonels, par des officiers de l'armée. Ça a été le cas pour Maïna Sarr, ça a été le cas pour Salou Djibo, qui s'est présenté à l'élection cette année. Il a 55 ans, Mohamed Bazoum en a 60. Il y a un sens de renouvellement pratiquement de la classe politique au Niger avec Mahaman Ousmane, qui a été président en 96, qui se présente encore cette année. Donc, il y avait des points de satisfaction. On les a évoqués tout à l'heure. Le fait que c'est la première fois qu'au Niger, il y a une transition démocratique, tout au moins aussi
bien menée, tout au moins. On a Mohamed Bazoum qui prend la succession de celui qui a accepté de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Tout à l'heure, on a évoqué le cas du Tchad, on peut évoquer le cas de la Côte d'Ivoire, on peut évoquer de nombreux cas, on peut même évoquer le cas du Sénégal où on n'est pas certain, on est attitude avec Macky Sall dont on ne sait pas s'il va se représenter. Donc, ce qui s'est passé au Niger est tout au moins à saluer de ce point de vue. Maintenant, dans le processus électoral, on remarque que ce qui était comme avancé ces dernières années en Afrique revient comme un boomerang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance dans les processus électoraux, des contestations. On a vu la contestation électorale au Cameroun avec Maurice Kamto, on a des contestations électorales avec Jean Ping au Gabon, on a des contestations électorales à Franche qui se multiplient sur le continent, on a la contestation électorale en Côte d'Ivoire, même si l'opposition a boycotté. Donc, en fait, il y a un déficit de confiance qui est en train de s'installer sur le continent africain. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'après les années 90, les années 2000, on aurait des processus démocratiques qui seraient davantage légitimes, des présidents légitimement élus, mais on constate ces résurgences et le cas du Niger n'y déroge pas. D'accord, je vais revenir sur cette question avec Ibrahim Kane un peu plus tard, puisqu'il est auprès de l'Union africaine, en fait, il s'occupe du plaidoyer là-bas. Mais Kamisa, le président Issoufou avait déjà en 2017 déclaré, je cite, « Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable, mais… » certains pensent que le fait qu'il pousse un peu son dauphin… En fait, quelle lecture faites-vous de tout cela, le fait que c'est son dauphin en fait qui prend le relais? Alors, il faut dire que le président nigérien Issoufou a, au cours des dernières années, assis le leadership de son parti. On ne peut pas lui en vouloir pour cela, c'est de bonne guerre. Il a effectivement propulsé Bazoum devant la scène et nigérienne et internationale. Bazoum a été, en plus d'être ministre de l'Intérieur, il a été ministre des Affaires étrangères au Niger. Il connaît parfaitement la problématique au Sahel. Et il serait utopique de penser que les élections présidentielles qui viennent de se tenir au Niger se sont tenues sur un agenda autre que l'agenda sécuritaire. Nous allons en parler dans les minutes qui arrivent, mais il était important pour les Nigériens d'élire un président qui, du moins en apparence, avait la capacité de gérer cette question sécuritaire qui est centrale et qui restera centrale pour au moins les 20 prochaines années. Alors, merci beaucoup. Ibrahim Kane, Aziz Moundé parlait un peu de cela. Justement, là, on a les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens qui appellent au respect des résultats des urnes et à recourir aux voies légales. On a la francophonie qui dénonce un peu ces dernières violences post-électorales. Mais comment est-ce que les États africains en général doivent faire pour qu'il y ait une confiance aux institutions? Très souvent, on a les oppositions qui crient à la fraude. Il me semble que ou bien on fait confiance aux structures que l'on a mises en place pour gérer les élections, ou on ne leur fait pas confiance. Dans le cas du Niger, il y a eu énormément de problèmes au début. Mais n'empêche que tous les acteurs, en tout cas, ont accepté d'aller au vote dans ces conditions-là. L'élection a eu lieu. Il y a eu le premier tour s'est très bien passé. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de contestations. Le deuxième tour, comme on pouvait s'y attendre, en cas de défaite, allait poser un problème. Mais on a les structures étatiques en place chargées de partager les partis. La Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Donc, on peut espérer que la Cour constitutionnelle va prononcer le droit et la Cour constitutionnelle peut, dans certains cas, décider d'annuler. Donc, on n'est pas encore sûr du résultat définitif. Et dans ce contexte-là, moi, j'arriverai difficilement à me prononcer sur telle ou telle chose. D'autant qu'il s'agit du Niger où je pense que la justice est quand même assez indépendante pour prendre ses responsabilités. J'ai quand même quelques commentaires
de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Roméo Djitou à Niamey, au Niger. Il dit « Le président Issoufou est à féliciter, mais il ne doit pas prendre parti pour un candidat ». Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il écrit « Le bilan de Issoufou sur les plans sécuritaires et économiques n'est pas fameux, donc son successeur hérite d'un Niger avec de grands défis sécuritaires. D'ailleurs, le temps est donné avec la mort des agents électoraux à Tillabéri et à Difa. » Et puis Largasek à Dakar au Sénégal nous dit que le défi lancé par les djihadistes sera relevé dans le cadre communautaire ou ne le sera pas. Aucun pays africain ne peut vaincre seul le terrorisme. Ainsi, il urge de mettre en place une armée sous-régionale pour absorber le choc créé par le terrorisme. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Même si les défis à relever sont nombreux, beaucoup de Nigériens ont à l'esprit la question de l'insécurité et les attaques djihadistes frappant certaines parties du pays, à l'image de cette étudiante à Niamey qui espère que le prochain président relève le défi sécuritaire. Bon, vraiment, je souhaite le meilleur pour mon pays. Vraiment, même s'ils veulent nous arracher la tranquillité qui règne dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos cœurs, vraiment, j'espère le meilleur pour mon pays. Parce que c'est le seul pays que je connais, j'ai grandi et j'espère le meilleur pour lui. Même s'ils vont toujours nous bombarder avec des bombes, nous arracher le peu que nous avons, j'espère le meilleur pour mon pays. Voilà donc une réaction à Niamey au Niger. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Baltimore, aux États-Unis, nous avons Kamisa Kamara, ancienne ministre malienne des Affaires étrangères, entre autres, et experte principale sur le Sahel au United States Institute for Peace. À Dakar, Ibrahima Kane, analyste politique, également chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine à Osiwa, Open Society for West Africa. Et à Paris, nous avons Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique. Alors, Kamisa, qu'est-ce que le prochain gouvernement nigérien peut faire pour disons, bouger les lignes en termes de lutte contre les groupes terroristes? Le dialogue, par exemple, c'est une option ou pas? Alors, la question du dialogue revient souvent. Il serait dommage de penser que le dialogue avec les terroristes n'existe pas. Il n'est peut-être pas officiel, il n'est peut-être pas public, mais il existe en souterrain. Donc, cette question revient souvent, mais je pense qu'elle n'a pas lieu d'être puisque ce dialogue existe déjà. Lors du dernier sommet du G5 Sahel, il y a à peu près une semaine ou 10 jours de cela, à N'Djamena, la question est également revenue. Les Burkinabés qui étaient profondément contre, voulaient absolument pas de dialogue avec les terroristes, ont, semble-t-il, changé de position. Le Niger continue d'être un leader sur cette question et le Mali également continue à pousser afin que les différents gouvernements du Sahel et son profil, le profil de Bazoum, son background aussi peut aider, non? Forcément. Bazoum est de l'ethnie arabe, donc il parle la langue, il connaît très très bien le Sahel lorsque je l'ai mentionné plus tôt, et il serait quelqu'un qui comprend exactement les problèmes de terrorisme dans le Sahel et pourrait s'avérer être un grand partenaire pour les bailleurs internationaux lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme dans la région. D'accord. Alors, Abdelaziz, pour faire face à ces groupes armés
à l'ouest, mais aussi dans le sud-est, notamment à Difa, Bazoum aura besoin d'unité, n'est-ce pas? Si sa victoire est confirmée, doit-il faire appel à l'opposition pour gouverner ensemble, selon vous? Il faut nécessairement qu'il y ait un consensus nigérien, il faut nécessairement qu'il y ait une sorte de concorde nationale pour faire face à une menace qui est commune dans l'ensemble du Sahel. Il est évident que ces groupes terroristes, on parlait tout à l'heure de la question du dialogue, mais quand on dialogue avec des terroristes, c'est pour obtenir quoi? Il y a un soubassement identitaire, il y a un soubassement économique, socio-économique. J'ai évoqué tout à l'heure la question de pauvreté et de développement. Il y a un soubassement identitaire, on a évoqué tout à l'heure la question Touareg. Il y a la question de la répartition, la gestion du pouvoir et même de sa proximité, les questions de décentralisation. Donc je pense que Bazoum n'aura pas, tout au moins, c'est avec the winner takes all. C'est-à-dire qu'il faudra nécessairement intégrer, vous avez vu l'élection présidentielle a mobilisé 30 candidats, 2 anciens premiers ministres, 2 anciens présidents, etc., 7 anciens ministres. Donc, ça veut dire que la question au Niger, elle est très complexe. C'est-à-dire que la question du pouvoir, de la représentation au sein des instances nationales, de la gestion du pouvoir au niveau local pour résoudre ces problèmes vont compter effectivement. Et il faut également ajouter à cela la question transversale. Comment, sur le plan sahélien, globalement, on pourra gérer au niveau de l'Union africaine et au niveau du Sahel, globalement, la question terroriste. Mais peut-il faire appel à l'opposition pour gouverner ensemble, pour apaiser un peu la tension et faire face à cette menace? De mon point de vue, il devrait le faire. Je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait une concorde au Niger autour des questions essentielles. D'accord. Alors, Kamisa, qu'en est-il de la coopération internationale? Vous en avez touché un peu plus tôt. Pour ce qui est du Niger et le Sahel en général, pour sortir de l'insécurité, on sait que le Niger, par exemple, abrite une base de drones américaine. Tout à fait. Donc, comme je l'ai évoqué tantôt, le Niger est considéré comme un partenaire stable et fiable de la communauté internationale lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Vous l'avez dit, le Niger abrite une base américaine sur son territoire. Le Niger également occupe une place centrale au sein du G5 Sahel. Nous n'avons pas mentionné le G5 Sahel depuis le début de l'émission, mais il est important dire que le G5 Sahel, qui est cette coalition des 5 pays du Sahel, donc Tchad, Mauritanie, Mali, Burkina Faso et Niger, travaille depuis 2014 à s'approprier la question du terrorisme dans la sous-région. Malheureusement, le G5 Sahel dépend énormément des financements étrangers pour son fonctionnement et également pour son renforcement de capacité. Et le Niger s'est positionné au sein du G5 Sahel comme l'avocat de la sécurité sous-régionale, même au sein des instances internationales telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, nous attendons... Issoufou a été très actif, effectivement, auprès des Nations Unies et des autres partenaires. On l'a vu plaider pour plus de financement, effectivement. Tout à fait. Il a plaidé énormément pour un financement stable et pérenne. Il a également travaillé avec les partenaires internationaux pour qu'ils comprennent que la survie du G5 Sahel est importante pour le Sahel en général, mais également pour le monde entier, pour la sécurité internationale. Et il a également poussé à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies mette la force conjointe du G5 Sahel sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, nous attendons de Bazoum au niveau international à ce qu'il continue ce plaidoyer-là, qu'il continue à fournir des troupes au G5 Sahel et qu'il renforce la coopération du Niger avec les autres pays du Sahel afin de combattre cette question du terrorisme qui est essentielle et qui est centrale, malgré effectivement toutes les questions connexes de gouvernance et de stabilité qui contribuent à la question sécuritaire dans le Sahel. D'accord. Et Ibrahim Khan, votre position sur le dialogue avec les groupes armés, le prochain gouvernement nigérien doit-il aller dans ce sens? C'est une question qui divise souvent auprès de l'opinion. Comment s'y prendre? Oui, mais pas pour seulement mettre fin à toute guerre, oui, je sais, pour mettre fin à une guerre, les ennemis se sont toujours parlé. Ça, c'est une leçon qu'on retire de l'histoire. On se sont toujours parlé, même si
il y a défaite de l'une des parties, se sont toujours parlé parce qu'il faut signer une reddition. Alors, dans le cas précis du Niger, surtout dans le cas précis de la crise du Sahel, il est nécessaire qu'il y ait une coordination au niveau des autres États. Le Mali veut parler avec les groupes armés, le Burkina Faso veut parler avec les groupes armés. Le Niger n'a pas le choix. Le Niger doit vraiment coordonner ses actions avec les autres gouvernements, que ce soit dans le cadre du G5 Sahel, que ce soit dans le cadre de la CEDEAO. En tout cas, il devrait arrondir les angles et parler de la même voix avec ces groupes-là. Il devrait aussi agir de la même façon avec les milices qui existent dans les pays, avec les autres formes de violence qui sévissent dans le pays. Mais moi, j'irais plus loin, je dirais que Bassoum, comme le président du Burkina aussi l'a mentionné, il faudrait aussi travailler jusqu'à mettre un terme aux causes, plutôt travailler pour vraiment identifier les causes profondes et s'attaquer à ces causes profondes pour vraiment mettre aussi un terme à cette crise-là qui n'a que trop duré. On ne peut pas continuer à prendre pratiquement l'essentiel du budget de l'État pour mettre ça dans des armes en disant qu'on va maintenir la sécurité. La pauvreté va continuer et cette même situation va continuer à alimenter les groupes djihadistes et les groupes, les milices et autres. Donc, il faut, à mon avis, dans cette raison, que les gens fassent des choix. Choix de parler avec l'ennemi, mais choix aussi de s'investir à vraiment faire quelque chose pour mettre un terme à ces situations-là qui continuent d'alimenter les crises et donc s'attaquer à la pauvreté, s'attaquer à tous ces problèmes-là que nous avons évoqués depuis le début de l'émission. Alors, pour terminer, Abdelaziz, justement, quand M. Khan parle d'évoquer les autres aspects qui sont des aspects non militaires, on pense à tous ces jeunes qui essayent d'emprunter la route de l'immigration, n'est-ce pas? C'est aussi un aspect, il faut régler la question du développement, n'est-ce pas? Elle est essentielle, sinon déterminante. La priorité et l'urgence, elle est sécuritaire. Ces groupes à l'ouest, à l'est du Niger sévissent. Le G5 Sahel, il prend toute sa part, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Mais le terreau sur lequel prospère une grande partie de ces groupes, c'est un terreau de pauvreté. C'est un terreau de pauvreté endémique. Et le Niger est l'un des pays les plus pauvres de cette planète et l'un des plus pauvres du continent africain, avec des ressources extraordinaires. Le Niger est le pays qui fournit l'uranium à la France. Et c'est la France qui vient aider le Niger dans le cadre du G5 Sahel. C'est quelque chose d'absurde. Donc je pense qu'à un moment, il faudrait que nous, sur le plan continental africain, on puisse prendre nos responsabilités. Comment un pays comme le Niger, doté, bourré de ressources aussi importantes, qui donne 60%, parce que la France, c'est 70% de son électricité, vient du nucléaire, donc de l'uranium, qui éclaire la France et s'assombrit elle-même dans la pauvreté. Donc je crois que l'une des priorités, et c'est même fondamental, c'est que le Niger puisse enfin sortir de cette malédiction, entre guillemets, de la pauvreté ayant des ressources aussi importantes. Donc, on ne peut pas avoir l'aide internationale systématique alors même qu'on dispose des ressources locales. Donc, je pense que c'est un enjeu très important. Merci beaucoup. Voilà, c'est peut-être un débat pour un autre jour. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à mes invités, également à l'équipe technique, surtout aussi aux télépartenaires sur le continent. N'oubliez pas de suivre cette émission sur voafrique.com. On se retrouve à très bientôt. Au revoir. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous
et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.